Salut à tous et bienvenue dans Verbatim, c'est le 9e épisode de cette chronique dans laquelle on se retrouve tous les mercredis pour analyser et décrypter l'actu de l'OL. Alors cette semaine on va bien sûr revenir sur les deux matchs qui se sont joués depuis la dernière chronique, à savoir la réception de l'Atalanta Bergame en Europa League et le déplacement à Angers en Ligue 1. Ensuite on fera quelques focus sur les joueurs qui m'ont marqué dans la semaine et sur les joueurs dont j'ai un peu envie de parler, que ce soit en bien ou en mal. Alors, la réception de l'Atalanta Bergame pour commencer. Donc pour ce match qui était, comme je l'avais dit dans la dernière chronique, absolument crucial, Bruno Genesio a choisi de maintenir sa confiance en Houssem Aouar plutôt qu'en Memphis. Et c'est un match dans lequel j'ai pu voir quelques améliorations dans le jeu. Bon, il y avait encore rien de fou, c'était pas le Barça, mais voilà, il y avait du mieux, j'ai trouvé. Alors peut-être que l'absence totale d'intention offensive italienne a donné une illusion de maîtrise et de sérénité du bloc lyonnais, mais voilà, il y avait quand même des choses plutôt intéressantes. Par séquence, il y a vraiment des améliorations sur ce match, notamment grâce à Aouar, Fekir, Mendy et Ndombele. On commence à voir les joueurs de foot avec lesquels il est possible de construire du jeu dans cet effectif. Seulement voilà, donc Lyon gère la plupart du match globalement bien, mais en ce moment, il y a un truc, c'est que Lyon paye ses erreurs cash. Et il y en a beaucoup trop. Par exemple, un mur qui vole en éclats sur un coup franc adverse à 25 mètres en Ligue Europa, c'est pas possible, c'est impardonnable et ça se paye cash. C'est comme ça que l'Atalanta égalise et obtient un point très très bien payé par rapport à ce qu'ils ont produit. Très franchement, j'ai été déçu par cette équipe. Bon, c'est clair qu'ils ont eu beaucoup de départs, ils ont perdu notamment Kessié qui était un élément fondamental. Mais voilà, je m'attendais encore à un peu mieux. Et finalement, l'OL ne prend qu'un point alors que c'est un match qui était globalement maîtrisé. Donc des légers progrès à noter, mais au final ça fait qu'un point. Et le match à Liverpool contre Everton, il s'annonce déjà comme absolument décisif. C'est-à-dire que s'il y a défaite là-bas, ça risque d'être très compliqué. Le Everton-Lyon, il va être capital pour ce groupe, et celui qui s'impose ou qui obtient un bon résultat prendra vraiment une longueur d'avance sur l'autre dans cette espèce de duel pour la deuxième place, parce que l'Atalanta est déjà à 2 points de Lyon, et on peut considérer qu'ils ont déjà une bonne option pour la qualification. Donc comme je l'ai dit, ceux qui m'ont marqué sur le match, c'est Mendy, c'est Fekir, c'est Aouar, c'est Ndombele, c'est des joueurs qui font jouer les autres, c'est des joueurs qui participent au jeu et qui n'ont pas peur de construire, qui ont les bons réflexes, qui ont les bonnes idées, et voilà, ça demandait confirmation avec le match contre Angers, mais comme on va en parler tout de suite, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Alors le match contre Angers, donc Memphis à nouveau aligné au coup d'envoi, tout comme Mouktar Diakaby, un peu sorti de nulle part. Contrairement à ce qui a pu être dit et écrit, la première mi-temps et en fait le premier match, c'est-à-dire avant le carton rouge, est relativement bon. Il y a une sorte de continuité avec ce qui a été fait contre Bergame, des séquences intéressantes, des combinaisons simples mais qui fonctionnent. Donc c'est Mariano qui ouvre le score avec pas mal de réussite, après un super centre de Raphaël qui est isolé au milieu de 2 joueurs et qui arrive à mettre vraiment un très très bon centre dans la surface. Malheureusement, c'est le même Raphaël qui égalise pour Angers contre son camp, après une course incompréhensible du latéral droit angevin. Il y a 4 joueurs qui peuvent négocier le duel, et il n'y en a aucun qui vient stopper sa progression, il n'y a personne qui vient jouer le duel. L'OL défend bas, c'est quelque chose qu'on sait, et comme le disait l'excellent Flore Antoniotti dans son dernier article sur son site Chronique Tactique, en défendant bas, l'OL s'expose beaucoup plus et devient vulnérable face à ce genre d'erreurs, face à des tirs contrés, face à des CSC, enfin voilà. Quand tu es bas, forcément, les erreurs sont beaucoup plus préjudiciables, et c'est peut-être parce que l'OL est trop bas que l'OL paye en ce moment toutes ces erreurs cash. Après ça, Lyon revient plutôt bien dans le match grâce à un joueur qu'on avait donc quasiment oublié, Mouktar Diakaby. Voilà, on le connaît, on sait qu'il est perfectible sur beaucoup de points, mais on sait qu'il a déjà des qualités, notamment son jeu aérien, et il met une super tête pour le 2-1, il monte beaucoup plus haut que tout le monde sur un corner de Fekir, et il remet l'OL sur de bons rails dans ce match. Derrière, Memphis marque un 3e but que j'ai bien aimé. La finition, elle est assez anecdotique, mais dans la construction, il y a quelque chose, ça fait partie des séquences qui m'ont plu. C'est simple, mais c'est plutôt beau à voir et surtout c'est efficace. Donc pour moi c'est quelque chose à retenir et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est des séquences de passes toutes simples, c'est Fekir qui décale Mendy qui est monté et c'est Mendy qui remet un centre derrière. Voilà, c'est ce genre de choses qui sont intéressantes, je vous invite à le revoir si vous ne l'avez pas déjà vu. Pour moi c'est vers ça que l'OL doit tendre, l'objectif c'est d'arriver à multiplier ce genre de séquences parce que ça marche. Ça marche comme on a pu le voir sur le face-à-face que Fekir rate en début de deuxième mi-temps. Là encore, c'est des passes simples, c'est vertical.
c'est Memphis qui est à la passe quasi décisive. Bon, malheureusement, Fekir ne marque pas et ça laisse Angers dans le match. On va pas du tout blâmer Nabil Fekir pour ce face-à-face raté, ça arrive à tous les attaquants. Juste après ça, il y a le fait de jeu du match, le carton rouge. C'est une situation extrêmement rare, ce carton rouge. Aucun des deux protagonistes ne se regarde, le geste est clairement involontaire quand on revoit les ralentis, il n'y a pas du tout d'intention, et c'est extrêmement sévère. On aurait aimé que l'arbitre fasse preuve de plus de psychologie. Là, il a été très très convaincu de ce qui s'était passé, alors que c'est une mauvaise interprétation. Et il n'a pas été aidé, j'ai l'impression, il a pris sa décision très très vite, il a peut-être senti que Marcelo lui manquait de respect, enfin voilà. C'était une situation vraiment mal gérée, j'ai trouvé, et globalement, c'est une erreur d'arbitrage, ce carton rouge, à mon sens. D'autant que Marcelo, contrairement à ce que certains peuvent en dire, c'est un joueur extrêmement important dans l'équipe. C'est vraiment l'assise défensive, c'est la base de la défense de l'OL. Et d'ailleurs, on l'a vu juste après, parce que quand Morel rentre et qu'on retrouve une charnière Diakaby-Morel qui a fait faire des cauchemars aux supporters l'an dernier, on retrouve exactement la même fragilité psychologique, le manque de maîtrise, les erreurs d'inattention, bref, voilà. Marcelo, c'est un mec qui est crucial dans la défense de l'OL, et son exclusion, forcément, ça a joué énormément. Pour autant, c'est quand même bizarre que l'OL ait volé en éclats pendant un quart d'heure après ce carton rouge. Alors, l'an dernier, c'était déjà le cas, on savait qu'il suffisait d'un fait de jeu négatif pour que l'OL perde les pédales, mais là, c'était flagrant, on s'est retrouvé comme l'an dernier, en fait, et voilà, il y a un carton rouge, et 10 minutes après, l'OL encaisse 2 buts qui sont largement évitables. On pourrait comparer ce match à celui contre Bordeaux avec l'exclusion très sévère de Darder. Bon, alors là, l'exclusion est encore plus sévère, mais contre Bordeaux, c'est Malcolm qui marque sur un exploit individuel. Là, non, c'est vraiment des erreurs d'inattention, c'est vraiment des erreurs bêtes, et l'OL a donné des occasions et des situations aux Angevins qui n'en demandaient pas tant. On sait que Angers, c'est une équipe qui travaille bien, on sait que Moulin, il fait du bon travail, il arrive à mobiliser ses joueurs, et ils sont très très bien revenus dans le match. L'OL leur a laissé une ouverture et ils en ont très largement profité. Ensuite, après l'égalisation, l'OL a remontré quelques intentions de jeu, mais la fatigue accumulée avec le match contre Bergame, plus la dynamique plutôt angevine dans ce match, ont fait que le score final restera à 3 buts partout et que l'OL ne prendra à nouveau qu'un point. Alors il y avait des joueurs dont je voulais parler sur ce match et sur celui de Bergame. Je voulais commencer par Memphis. Memphis qui a encore été très critiqué après son match contre Angers. Personnellement, quand je le regarde à froid, j'ai trouvé qu'il fait plutôt un bon match en fait. Il est loin d'être aussi mauvais que ce que les gens ont dit. Bon, c'est pas encore le niveau qu'on attend, c'est clair. Mais dans l'implication, dans la participation au collectif, dans la création de mouvements, il y avait beaucoup de mieux. C'est pas loin d'être un des meilleurs matchs qu'il ait fait, dans le sens où il est impliqué dans le jeu cette fois-ci. Alors oui, il fait pas le repli défensif sur le premier but d'Angers. Oui, il y a des situations sur lesquelles il doit encore progresser. Mais j'ai trouvé que c'était mieux ce qu'il faisait. Et je pense que les gens sont trop sévères avec lui. Forcément, on en attend beaucoup. Mais sur ce match, c'est pas celui qui est à blâmer. Surtout quand tu vois de l'autre côté la performance de Traoré qui a traversé le match comme un fantôme. J'ai trouvé Memphis beaucoup plus impliqué. Il est à la construction du 3e but. Si Fekir marque son face-à-face, il est aussi passeur décisif. C'est pas encore le match référence de Memphis et c'est loin d'être ce qu'on attend. Mais c'est mieux. Il faut pas être trop injuste avec lui. Forcément, les projecteurs sont braqués sur lui parce qu'on en attend énormément. On sait le potentiel qu'il a et il y a beaucoup d'espoir en lui. Mais pour autant, voilà, il faut un petit peu de mesure. Pour moi, Memphis, on peut tirer un parallèle avec Balotelli à Nice. C'est pas le joueur le plus constant de l'effectif et en fait, il faut accepter que c'est un joueur qui parfois ne fera rien du match, mais qui à l'inverse parfois va réussir à gagner le match ou va réussir en tout cas à mettre l'OL dans le bon sens grâce soit à un exploit individuel, soit à un geste de classe, soit... Voilà, c'est pas le joueur le plus constant, on le sait. Pour autant, est-ce qu'il mérite autant de critiques? Est-ce qu'il mérite d'être traité comme il l'est actuellement? Je ne pense pas. Essayez de penser à l'image de Balotelli à Nice. Pour moi, c'est un parallèle qui est pertinent, vraiment. Je voulais aussi parler de Diakaby dans ce match, parce que Diakaby, c'est un joueur qu'on n'a quasiment pas vu depuis le début de la saison. Moi, personnellement, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans son match. C'est pas les choses qu'on voit le plus, parce que pour l'instant, il n'est pas en réussite, mais il va tenter des passes verticales au sol. Il va pas avoir peur de tenter des passes un petit peu qu'on pourrait qualifier de risquées. À mon sens, c'est un joueur qui gagnerait à avoir plus de temps de jeu. Et si on me dit la charnière type de l'OL cette saison, c'est Diakaby-Marcelo, ça me va. Parce que Morel, il a des qualités différentes, il a aussi beaucoup de défauts, mais Morel, on sait qu'il progressera pas beaucoup plus, on sait qu'il est sur sa fin de carrière. Diakaby, il y a moyen de le faire progresser, c'est un joueur qui est très jeune, qui a du potentiel,
Et voilà, je pense qu'en le faisant plus jouer, surtout aux côtés de Marcelo qui est très expérimenté et qui pourrait un peu le cadrer, ce serait intéressant. J'aimerais voir plus souvent Diakaby, je trouve que c'est un joueur avec lequel les Lyonnais sont très sévères et qui pourrait finalement s'imposer en tant que deuxième défenseur aux côtés de Marcelo. Après voilà, je me trompe peut-être, il faudrait le voir plus, mais en tout cas, j'ai été content de le voir et encore une fois, c'est une menace incroyable sur les coups de pied arrêtés. Il est rassurant défensivement à ce niveau-là parce qu'il prend énormément de ballons et il monte tellement haut, il a une capacité de jeu aérien qui, à mon avis, devrait être exploitée par l'OL. On se rappelle que sur sa première saison l'an dernier, il a quand même marqué pas mal de buts. Je voulais aussi parler de Raphaël qui a été préféré à Kenny Tété. Bon, alors c'est vraiment pas les mêmes joueurs. Tété, il va être plus solide défensivement, il va être plus constant, mais Raphaël, on a vu notamment sur le premier but qu'il était capable d'apporter des choses différentes. Alors voilà, je sais pas lequel des deux vous préférez, ça m'intéresserait d'avoir vos opinions sur ces deux joueurs. Personnellement, je trouve que la concurrence fera du bien à Raphaël, mais j'ai aimé le revoir et j'ai aimé ce qu'il a montré, même si voilà, il marque contre son camp, c'est malheureux, mais on peut pas lui en vouloir. C'est une intervention un petit peu malheureuse sur un centre qui est compliqué à gérer, et pour moi, la responsabilité de ce but vient beaucoup plus de ceux qui ont laissé avancer le latéral droit, sans à aucun moment contester le ballon. Ensuite, je voulais quand même parler de l'entrée de Maxwell Cornet, parce que Maxwell Cornet, il rentre... Il a une demi-heure dans le match pour se montrer et il a rien fait, quoi. Je veux pas l'accabler, je pense vraiment que c'est un joueur qui, à terme, pourrait progresser. Je pense que c'est un joueur qui déjà ne joue pas à son poste et il faut le garder en tête. Mais voilà, j'ai pas compris ce coaching de Genesio parce qu'il n'a absolument rien apporté. J'ai notamment en mémoire une situation lyonnaise à 10 contre 11 où il y a un bon mouvement et il finit par balancer un centre absolument insupportable, quoi. Donc voilà, Maxwell Cornet, c'est vraiment un joueur qui commence à poser problème parce que son rendement n'est jamais là. Espérons qu'il arrive à faire mieux, mais pour l'instant, il pose problème dans son rendement quand même. Alors le prochain match, c'est la réception de Monaco après la trêve. Alors Monaco, bien sûr, ça va être un match compliqué, c'est une des meilleures équipes du championnat, même si c'est pas mauvais de les jouer maintenant parce que leur dynamique est pas forcément géniale. Il faudra hausser le niveau de jeu, c'est à la maison en plus, c'est clair, donc il faudra vraiment se mettre au niveau, si possible, en proposant des choses et du jeu, à l'inverse de ce qui a été fait contre Paris. Pour l'instant, moi, je constate quand même une timide amélioration, bon, qui n'est pas encore payée, mais ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faut progresser sur cette voie-là, notamment pendant la trêve, et il va falloir mettre les choses en place, continuer à travailler dans ce sens, mais il va falloir travailler vite. Parce qu'après la trêve, il ne s'agit pas de se planter encore. Là, il y a énormément de jokers qui ont déjà été grillés, et très clairement, l'OL n'a plus le droit à l'erreur s'il y a encore des ambitions dans ce club, que ce soit en Europa League ou en Ligue 1. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir, notamment sur ce que vous avez pensé de Memphis, sur votre préférence entre Raphaël et Kenny Tété. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que l'OL s'améliore un petit peu dans le jeu? Voilà. Laissez vos impressions, laissez vos avis en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera une période de trêve internationale, mais on sera quand même là pour vous parler de l'actu de l'OL, comme tous les mercredis. Je vous souhaite une excellente semaine. À mercredi prochain.